Chapitre 4. Numéro 17. Le taxi gagna le centre de Londres, descendit Oxford Street et s'enfonça dans le quartier miteux de Covent Garden, loin de l'opéra, du square et des magasins chics. Le Covent Garden des bureaux anonymes, des boutiques sans clients et des poubelles oubliées par les éboueurs. Le taxi tourna ensuite dans Kelly Street, une rue sans aucun intérêt, qui allait de nulle part vers nulle part, et s'arrêta devant le numéro 17. C'était un immeuble décrépit en briques rouges, à 4 étages. Encore quelques mois, et il ne serait plus qu'un immeuble décrépit en briques rouges, à 3 étages. Ça vous donne une idée de son état. La bâtisse paraissait pourrir lentement, de haut en bas. Des portes vitrées donnaient sur une salle déserte qui avait dû être jadis un magasin. Maintenant, on n'y vendait plus que de la poussière. Descendez. Le chauffeur de taxi n'était pas loquace. Un mot lui suffisait pour s'exprimer, alors qu'un « au revoir » ou un « merci » m'aurait contenté. En l'examinant de plus près, je m'aperçus qu'il avait été fabriqué dans la même chaîne d'assemblage que ses copains Ted et Ed. Peut-être était-ce Red, celui avec qui ils avaient communiqué par l'émetteur radio. Il possédait aussi le même revolver et le pointait sur nous de la même façon. Les portières une fois déverrouillées, nous sortîmes du taxi pour nous approcher des portes vitrées. Pas un passant en vue dans Kelly Street. Ça m'ôta l'envie de m'échapper. J'hésitais, mais pas longtemps. « Enlèvement et assassinat », dis-je. « Vous croyez pouvoir vous en sortir avec ça ?»« Sans compter que vous êtes garé en stationnement interdit, » renchérit Tim. « Avancez !» ordonna le chauffeur avec un mouvement de revolver. Il nous guida dans un couloir qui menait à une cage d'escalier sans moquette. Le ciment était froid sous les pieds et, tout en montant, je me demandais qui ou quoi nous attendait là-haut. Un extincteur d'incendie rouillé était fixé au mur. Le chauffeur en tourna la manette. Je crus qu'il était devenu fou. Il n'y avait pas de feu, et d'ailleurs, rien ne sortit de la bouche de l'extincteur. Et d'ailleurs, rien ne sortit de la bouche de l'extincteur. Et puis je compris. Une partie du mur s'ouvrit. La manette de l'extincteur était la poignée d'une porte secrète. « Très futé !» remarquai-je. « Mais que faites-vous en cas d'incendie ?» Le chauffeur nous fit signe de passer. De l'autre côté, il y avait un monde fou. Des gens partout. Devant l'entrée, une jolie réceptionniste répondait aux appels sur un standard téléphonique encore plus joli qu'elle. Je n'avais pas vu autant de lumière scintiller depuis Noël. 5 ou 6 bureaux étaient disposés de chaque côté de l'aire centrale, où se croisaient des costumes avec des hommes dedans. Des téléphones sonnaient dans tous les azimuts et des voix chuchotaient, comme si elles avaient eu peur d'être entendues. « Tim !» Je lui donnai un coup de coude pour attirer son attention. Une autre porte venait de s'ouvrir sur un laboratoire où s'agitait toute une panoplie d'experts en blouse blanche. Mais pas besoin d'un microscope pour deviner à quoi ils travaillaient. Ils s'affairaient autour de la cabine téléphonique de l'impasse et la désossaient pièce par pièce. L'un des experts vaporisait la vitre avec une sorte de poudre blanche, tandis qu'un autre dévissait le récepteur du téléphone. Je n'en vis pas plus, car le chauffeur de taxi me poussa avec le canon de son revolver pour me faire avancer vers la porte située à côté du standard. « Entrez !» ordonna-t-il. Nous entrâmes. C'était un bureau ordinaire, avec une table de travail, un écran d'ordinateur, quelques fauteuils en cuir et une lumière aussi douce que la moquette. Derrière le bureau était assis un homme âgé, dont les cheveux gris étaient assortis à la haute fonction. Il était noir, vêtu d'un costume 3 pièces et d'une vieille cravate d'université. Il avait des gestes lents, mais ses petits yeux gris étaient vifs. Le genre à résoudre une grille de mots croisés 4 étoiles avant même que vous ayez eu le temps de lire la première définition. « Veuillez vous asseoir, » commença-t-il. « Je suis à vous dans 1 minute. » Il pianota un moment sur le clavier de son ordinateur. Comme l'écran était orienté vers lui,
Je ne pouvais rien voir. Mais Tim s'était glissé sur l'extrême bord de son siège et se tordait le cou par-dessus le bureau. L'homme s'en aperçut et cessa de taper sur le clavier. « Quelque chose ne va pas ?» s'enquit-il. « Vous tapez avec des doigts seulement ?» répondit Tim. « En effet, » dit l'homme avec un sourire, en levant ses deux mains. « Mais j'ai la collection complète. Ainsi donc vous êtes au courant pour Charon. »« Peut-être. »« Bien sûr que vous êtes au courant, monsieur Diamant, car vous êtes bien Tim Diamant, je présume. »« Comment le savez-vous » demanda-t-il en sursautant. « Simple déduction. Nous avons trouvé plusieurs étiquettes à l'intérieur de l'imperméable que portait MacGuffin lorsqu'il a quitté la compagnie. » La formule me fit sourire malgré moi. Je suppose qu'il a échangé son manteau contre le vôtre afin d'échapper à Charon. C'était bien le genre d'astuce de MacGuffin. Ensuite, vous avez trouvé la clé de la chambre d'hôtel dans sa poche, je me trompe? Continuez, murmura Tim. Mon frère perdait pied. Il le savait, je le savais. L'homme assis derrière le bureau le savait. Mais nous étions tous trop polis pour le faire remarquer. J'ai votre fiche signalétique sur l'écran, poursuivit notre hôte. Tim Diamant, détective privé. Comme Denton. Mais vous, jeune homme, vous ne figurez pas dans mes dossiers. Je suis le frère de Tim, répondis-je. Ah, dit l'homme en pianotant sur son clavier. Nick Diamant, voulez-vous que je l'épelle? Je crois pouvoir y arriver, merci. Arriver à quoi? Intervint Tim. Au fait, quel est votre travail, monsieur? Je m'appelle Waverly, dit aimablement le vieux monsieur. Je suis le directeur de cette organisation. Quelle organisation? Je parie que vous avez entendu parler du MI6, dit Waverly. J'y ai roulé en voiture, répondit Tim. Non, je ne parle pas de M6, l'autoroute de Birmingham, je parle de l'intelligence. Le visage de mon frère s'éclaira. Question d'intelligence, vous avez devant vous l'homme qu'il vous faut, claironna-t-il. Il s'agit de l'intelligence service, le service de renseignement de l'armée, expliqua Waverly. L'espionnage, ajoutai-je. MacGuffin était un de mes agents, poursuivit Waverly. Il pourchassait un tueur connu sous le nom de Charon. J'ignore combien vous en savez à son sujet, mais Charon a un contrat pour assassiner un diplomate russe qui s'appelle Kuznov. Comment le savez-vous? Demandai-je. Au moment où j'ai posé cette question, je ne pensais pas qu'elle était si importante. Je voulais savoir, c'est tout. Mais j'avais sans le vouloir touché un point sensible car tout à coup, Waverly ressemble moins au chef des services secrets britanniques qu'à un vendeur de voitures d'occasion roulé par un client. La façon dont je l'ai appris n'a aucune importance, se défendit-il. Mais je compris que, au contraire, c'était d'une importance cruciale. Waverly avait quelque chose derrière la tête, et quoi qu'il eût décidé de nous confier, il ne nous le dirait pas. La seule chose qui compte, c'est que Charon ne tue pas Boris Kuzenov sur le sol britannique. Et s'il reste sur le carreau? Suggéra Tim. Waverly avala difficilement sa salive. Il avait pâli. S'il était noir au début de l'entretien, Tim l'avait rendu apte à s'engager dans le Ku Klux Klan. Nous devons faire en sorte que Kuzenov ne soit pas abattu pendant son séjour en Grande-Bretagne, répéta Waverly en choisissant ses mots avec soin. Son assassinat aurait des répercussions internationales. Aussi, il est essentiel que vous me rapportiez ce que vous a confié MacGuffin. Il ne nous a pas raconté grand-chose, répondis-je. C'est exact, acquiesça Tim. MacGuffin voulait utiliser notre téléphone, mais nous n'en avons pas. Alors il est allé téléphoner dans la cabine de l'impasse. Il indiqua le laboratoire d'un mouvement du pouce. Heureusement que vous n'aviez pas enlevé la cabine avant son passage. Nous avons emporté la cabine téléphonique après le meurtre de MacGuffin, monsieur Diamant, dit Waverly. MacGuffin nous a appelés pour nous dire où il se trouvait. On l'a tué à ce moment-là. Nous avons démonté la cabine pour y chercher des indices. Vous en avez trouvé? Demandai-je.
Pas encore, mais il a sûrement laissé quelque chose. MacGuffin était un agent plein de ressources. Un homme secret, un solitaire, mais qui aurait tout fait pour nous laisser un message. Il y eut un silence. J'échangeai un regard avec Tim. Waverly nous cachait peut-être quelque chose, mais nous devions lui dire ce que nous savions. Après tout, il était le chef des services secrets et, donc, de notre côté. « Faites du bazar chez Toby, dis-je. Comment ? Ce sont ses dernières paroles, expliqua Tim. C'est tout ? Ça n'a aucun sens. Waverly tapa la phrase sur le clavier de son ordinateur, puis pressa la touche qui allait l'expédier dans la mémoire centrale. Il y eut quelques bips et il pressa une autre touche. Ça ne donne rien, murmura Waverly. Eh bien, si nous ne pouvons rien faire de plus pour vous, commença Tim en se levant. Asseyez-vous, je vous prie, monsieur Diamant. Les mots avaient jailli comme des flèches. Monsieur Waverly n'avait plus 20 ans, mais il était encore dangereux. Un retraité que je n'aurais eu aucune envie d'aider à traverser la rue. Avec ses relations, il pouvait faire déplacer la chaussée. Pendant près d'une minute, il réfléchit en silence. Monsieur Waverly avait des projets pour nous. Je les voyais prendre forme dans ses 12 yeux gris, plus vite que des signaux informatiques. Enfin, il allongea le bras pour presser le bouton de l'interphone. « Mademoiselle Jones, voulez-vous apporter à boire à mes invités, s'il vous plaît ?» Puis il pivota de nouveau pour consulter une dernière fois son écran en expliquant. « Je vérifie encore votre dossier. »« Mon dossier ? Pourquoi, monsieur Lazali ?» s'étonna Tim. « Eh bien, répondit-il avec un sourire, je ne me rendais pas compte que je me trouvais en face d'un des plus célèbres détectives privés de Londres. »« Vous êtes certain de ne pas vous tromper de dossier ?» lui fis-je observer. Tim me foudroya du regard, mais s'abstint de tout commentaire. « J'ai une proposition à vous faire, » reprit le chef des services secrets. « J'aimerais que vous travailliez pour moi. Nous devons retrouver Charon et vous pouvez nous y aider. »« Une petite minute, » protesta Tim. « Le temps presse, monsieur Diamant, » l'interrompit Waverly. « Boris Kuzenov arrive en Angleterre dans quelques jours et nous n'avons plus aucune piste, aucun contact avec Charon, sauf vous. »« Moi ?» ouina Tim. « Charon sait que MacGuffin vous a parlé avant de mourir. Quand il apprendra que vous travaillez pour mon service, il se sentira menacé. »« Comment l'apprendra-t-il » demandai-je. « Nous ferons en sorte qu'il le découvre. » Je n'arrivais pas à le croire. La phrase de Waverly repassa plusieurs fois dans ma tête et j'en compris tout le sens. C'était une véritable sentence de mort. Nous allions servir d'appât dans le piège tendu à Charon. Si ça tournait mal, Waverly n'enverrait sûrement pas de couronne à notre enterrement. Même Tim en arriva à cette conclusion. « Vous ne pouvez pas faire ça !» protesta mon frère. « Je ne suis pas un agent secret. »« Maintenant vous l'êtes !» décréta Waverly. La porte s'ouvrit. Mademoiselle Jones entra avec un plateau. C'était une petite femme boulotte, coiffée d'un chignon. Je la remarquai à peine. Sur le plateau, il y avait 2 verres remplis d'un liquide vert presque lumineux. Sûrement pas du jus de pomme. « Vous devez avoir soif, » remarqua Waverly. « Pas jusqu'à maintenant, » répondis-je. « Buvez, je vous en prie. » C'était un ordre, pas une invitation. Et j'eus le désagréable pressentiment que nous aurions des ennuis si nous refusions. Remarquez, je savais que de toute façon, nous aurions des ennuis. Nous n'avions pas le choix. Je levai mon verre. « À la vôtre !» lança Tim. « À la nôtre, tu veux dire ?» Je bus. La boisson avait un goût sucré et mentholé, qui rappelait un peu le dentifrice. Je commençais à en ressentir les effets avant même de l'avoir avalé. « Je peux vous donner un élément d'information pour la tâche qui vous attend, » reprit Waverly. Sa voix me parvint de très loin. Je le voyais rétrécir derrière son bureau, comme si mon œil avait été fixé sur le mauvais bout d'un télescope. MacGuffin ne travaillait pas seul. Il était en contact avec les services secrets hollandais. J'ignorais que les Hollandais avaient un service secret, marmonnai-je d'une voix pâteuse. C'est-à-dire combien il est secret. Nous ne connaissons même pas le nom de l'agent avec qui MacGuffin travaillait.
Mais il a un numéro. 86. Vous vous en souviendrez? 68, dit Tim. 89, rectifiai-je. 86, me corrigea Waverly. La pièce tournoyait. Maintenant, je savais ce que ressentait le trou qui est au centre d'un disque. À une différence près. Au lieu de la musique, c'était la voix de Waverly que j'entendais. Et ses paroles s'en mêlaient, rebondissaient en écho autour de moi. Vous devez vous débrouiller tout seul, Diamant. Tout seul. Où est Nick? S'inquiéta mon frère. Par terre, répondis-je. Une seconde plus tard, la moquette me sauta à la figure.